Le rendez-vous de midi s'installe chez vous. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Au cœur de l'émission de ce midi, nous allons continuer notre tour du Bénin à la carte. Les projecteurs s'allument cette fois-ci sur le département du Mono. I am your clown. Rassurez-vous, ce n'est pas un cours d'anglais qui s'immisce, mais plutôt le nom d'une plateforme que Innovation a décidé ce midi de nous faire découvrir. Alors c'est le rendez-vous de midi qui démarre. Installez-vous, on y va. Elle avait tout pour devenir comptable et pourtant Farida Harouna, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a changé de costume. Passionnée pour le sport, elle s'y est investie et aujourd'hui elle est devenue coach physique. Sa particularité, la musculation. Découverte. Je m'appelle Harouna Farida, promotrice de l'entreprise SheFit Coaching Fitness, spécialisée en coaching sportif, musculation et CrossFit. Je suis coach certifié et j'ai 29 ans. À la base, je suis comptable. Je suis un pur produit de la comptabilité, bac technique, bac G2, cursus d'exercice comptable. Je ne m'intéressais pas particulièrement au sport. On m'a dit oui, j'étais sportif, j'ai fait du volleyball, de la natation. Mais quand c'est dans l'exercice de mes fonctions au niveau de la comptabilité que j'ai commencé à développer une lombalgie qui est devenue chronique faute de soins adéquats, on va dire. Malgré les séances de kinésithérapie que je faisais, ça ne me satisfaisait pas. Et donc ma curiosité m'a poussé à chercher le pourquoi de cette douleur. Parce que je me dis, il y a forcément quelque chose qui fait que j'ai mal. Pourquoi cette douleur soit répétitive, c'est qu'il y a quelque chose qui engendre cela. Donc en cherchant cela, que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des muscles, il y avait des os, il y a des articulations, il y a des fascias, il y a tout plein de choses qui entrent en compte dans la composition corporelle d'une personne. Et en tant que jeune fille, on ne pense pas forcément qu'on a des muscles. Et je me suis rendu compte tout doucement que je pouvais adhérer à la musculation et que cette musculation ne me rendrait pas forcément si beau comme on voit dans les compétitions américaines. Et qu'avec ça, je pourrais développer des courbes que je n'avais pas de base parce qu'à la base, je suis mannequin. Et donc, comme vous le savez, les mannequins sont des tailles très fines, donc sans forme. Et donc, je me suis dit que je pouvais modifier mon corps avec ça. À défaut d'être né avec des courbes, j'allais les créer. Et donc, ça a commencé à faire ça que je me suis intéressé de plus en plus à tout ce qui est perte de poids, prise de poids et à encadrer des copines à la maison. Elles m'ont dit, mais tu aimes bien le faire, tu es passionné, tu peux en faire un métier. Ça a commencé à trotter dans ma tête. Je me suis dit pourquoi pas, c'est risqué. Mais bon, dans le temps, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de charge spécifique sous moi. Donc je prends le risque de me lancer pendant 2 ans, une 2 années. Si ça ne marche pas, je reviendrai à la compta. Et depuis 5 ans, je suis dedans au point d'avoir voulu me certifier pour en faire un métier à part entière. Je suis complètement épanoui. C'est un métier très prenant parce qu'on a le statut d'entrepreneur, mais c'est quelque chose de vraiment épanouissant pour moi. Ce qui m'a motivé premièrement lorsque je faisais ma recherche par rapport au corps, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait les femmes ne devaient pas être entraînées de la même manière que les hommes. Les femmes par exemple ne peuvent pas faire des crunchs comme les hommes peuvent en faire et que sur le terrain il y a beaucoup plus de coachs hommes que femmes. Et même si on est formé pour coacher n'importe quel sexe, le fait qu'on soit un homme peut pousser à ce qu'on ne prenne pas en compte tous les paramètres du corps d'une femme. Femme que je suis à même de mieux comprendre le corps d'une femme. Donc je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de coachs femmes. Et donc, qui plus est, coach femme spécialisé en musculation, j'allais le faire et montrer aux femmes qu'on peut faire de la musculation et être très féminine, tout en prenant compte des particularités du périnée, de l'utérus, de la grossesse, de la post-grossesse, du postpartum, tout ça là. Oui, je suis les femmes avant la grossesse, pendant la grossesse et surtout après la grossesse parce que je pense que 90%, pour ne pas dire 100% des femmes qui ont accouché ont cette hantise ou qui veulent tomber enceinte ont cette hantise de ne pas retrouver leur ventre plat après la grossesse et malheureusement elles ne le retrouvent pas faute d'un encadrement adéquat. C'est vrai que contrairement à un entrepreneur qui ne connaît rien en comptabilité, moi quand on me parlera, je vais comprendre parce qu'il y a toujours cette base. Je sais comment calculer mes coûts
Je sais comment dresser mon business plan, je sais anticiper, prévoir, calculer l'impact de chaque décision sur le plan financier de mon entreprise. Oui, c'est clair. Comptable un jour, comptable toujours. Les clés, je vais dire, du succès que moi j'ai eu à remarquer, c'est se donner, aimer ce qu'on fait. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas la peine de quitter un boulot pour se lancer dans l'entrepreneuriat qu'on n'aime pas, ou bien qu'on se dit que ça donne. Non, il faut aimer. La passion fait qu'on ne se rend pas compte de tout l'effort qu'on fournit. Et c'est cet effort fourni constant qui permet le succès. Ce n'est pas je fais, je laisse. Non, non, non. Une personne qui est passionnée, par exemple, moi je peux rester là des heures, parler à une cliente, à l'encadrer, écouter ses besoins, ses doléances pour l'aider. Et finalement, elle peut dire oui, je vais venir m'inscrire ou je ne vais pas venir m'inscrire. Tout ça, ça augmente mon chiffre d'affaires. Mais si je comptais mes heures, je n'allais pas m'impliquer autant. Il y a cette implication, voilà. L'implication, la motivation et la passion. C'est tout. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Mylène Fanou, mesdames et messieurs, bonjour. Rebecca Kenjaounde. Bonjour Mylène Fanou, Ariane Da Silva, bonjour. Pourquoi bonjour est-elle si sérieuse ce midi? Rebecca, ton sérieux m'inquiète. bizarre de ce matin est dû à quoi? Je veux me mettre au sport en fait. Elle veut se mettre au sport. Ça c'est intéressant. L'élément m'a motivée. Ariane, mais Farida, je n'ai pas vu ses muscles. Ben, c'est parce que c'est une coach spéciale, une coach qui fait de la muscu, mais qui sait en fait comment faire de la muscu pour ne pas être costaud en réalité, comme les hommes. C'est ça en fait sa particularité. Parce qu'en réalité, selon elle, c'est pour faire de la muscu, pour ne pas être costaud, c'est qu'il y a des parties du corps sur lesquelles il faut travailler. Et c'est ce qu'elle a appris à la base, c'est ce qu'elle sait faire. Oui, c'est une coach suffisamment sexy aussi. Hein. Vous Tu as trouvez? remarqué, oui, j'ai remarqué. Rebecca, c'est vrai? Oui, c'est vrai, elle a même fait de jolies... Je demandais même en off, hein, est-ce que une coach doit mettre de mèches? Mais apparemment, c'est une coach particulière de Ariane Da Silva. Ça rend d'ailleurs... Et d'ailleurs, vous faites quelle taille? Je ne sais même pas. Hein. Je sais que sur ma carte d'identité, il est écrit 1m90, je crois. Non. Ça, c'est faux. Seule la coach Farida fait 1m90. Au Bénin? Oui, elle fait 1m90. Wow. Ouais. Au Bénin. À côté d'elle... Mais Ariane, tu étais comment à côté? Mais Bruno aussi fait 1m90, non? Oh. Non, ça c'est faux. Non, je ne pense pas. Ça seulement c'est faux. Je suis pas doit être dans les 1m70 ou... Bruno, j'ai tort. En tout cas, il faudra le dire ici. Si j'ai tort. Ariane, j'ai remarqué qu'elle n'avait que des femmes à encadrer. Non, elle n'encadre pas seulement des femmes, elle encadre également des hommes. C'est peut-être parce que la séance à laquelle nous avons assisté, il n'y avait que des femmes, sinon elle encadre également des hommes. Et elle sait s'adapter en fait à ce que les femmes désirent, à ce que les femmes veulent. Parce qu'elle est une femme, elle se met dans la peau de femme pour pouvoir les coacher. Et vous l'avez entendu, elle coach par exemple des femmes avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse, parce qu'après l'accouchement, les femmes ont tendance à prendre du poids. Oui. Donc, elle est souvent là pour les coacher. Comme elle est aussi pour une voir, femme, voilà, c'est plus facile. Voilà, elle maîtrise mieux le corps d'une femme et sait où agir pour que la femme puisse garder sa ligne. Exactement, où agir, c'est le plus important, hein, Rebecca. Il ne faut pas aller faire du sport juste pour faire du sport. Non, mais il faut quand même faire le sport. Moi, je pense que le sport n'a pas de tranche d'âge. Il faut le faire, ni de corpulence, il faut le faire, il faut se donner à l'exercice, il faut y aller parce qu'au-delà de tout ce que vous recherchez, maintenir la ligne ou bien revenir en arrière dans votre âge de jeunesse et tout, non mais l'essentiel c'est la santé que le sport procure. Oui, il faut passer un message à certains, il faut qu'ils aillent vers Farida pour perdre leur gros ventre. Et puis l'autre chose aussi, oui. l'autre chose, il y a quelqu'un en particulier, non, je ne dirai pas leur nom.
L'autre chose aussi, c'est que elle est la preuve en réalité que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement dans les autres domaines que nous avons vus ici, on peut aussi entreprendre dans le domaine du sport. Merci à toi, Ariane. C'est moi qui vous remercie. Rebecca, Ce fut un plaisir. Tu es déjà avec nous. Tu nous fais découvrir à nouveau une plateforme qui promeut le numérique, mais en langue fongbe, des citations en fond, panégyriques, claniques, proverbes en fond et même des stickers en langue fond. C'est tout de suite dans Innovation. Rebecca, je veux surtout voir les stickers en fond. Tu verras sans nul doute tout à l'heure. Alors oui, Mylène, tu le disais, aujourd'hui, on est encore avec un autre jeune. Le Bénin regorge de talent. On ne cessera jamais de le dire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est vrai, aujourd'hui encore, on vous a dégoté un jeune talent. Du haut de ses 25 ans, il est déjà patron d'entreprise. Il a créé un concept qui, aujourd'hui, a fait le tour et s'impose parmi les plateformes les plus visitées au Bénin aussi, partout dans le monde. Lui, c'est Fabroni Bill Yokluno. Son concept, I am Yokluno. Et oui, vous avez bien entendu. Alors, pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ce concept signifie? Quelle est l'idée derrière tout ceci? Aujourd'hui, il est avec nous. Il va répondre à nos questions. Fabroni, bonjour. Bonjour Rebecca. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Ça va bien. Alors, merci déjà de votre présence sur ce plateau ce midi. Alors, dites-nous, I am Yokluno, est-ce que le concept a un lien avec votre nom de famille? Beaucoup font cette approche-là, ce rapprochement, mais ça n'a rien à voir. I am your clounon, c'est littéralement, ça veut dire je suis ton seigneur. Mais le mot clounon, ça a une connotation beaucoup plus approfondie que ça dans la langue goun, le gungwe. Le clounon, c'est pas que seigneur, c'est pas que Dieu, c'est le propriétaire de quelque chose, c'est le boss de quelque chose, le patron de quelque chose. Donc, I am your clounon, pour le comprendre, c'est je suis un talent, je suis ton boss, je suis ton propriétaire. Voilà. C'est pareil, le nom de Dieu, le nom du Seigneur vient de là. Je suis ton clounon, je suis ton boss, je suis ton créateur. Donc, I am your clounon, je suis ton Seigneur. Ton boss, je prie. D'accord, alors la plateforme a été créée quand et elle sert à quoi concrètement? Ok, merci Rebecca pour la question. La plateforme a été créée en janvier 2018, précisément le 10 janvier 2018. Du coup, il y a 2 ans que la plateforme a été créée. Au départ, cette plateforme assure la promotion des langues locales, notamment le fongbe, parce que le fongbe est très parlé au Bénin, pas plus d'1 million d'habitants. Du coup, on a commencé avec les citations en fongbe. Ce sont les proverbes, les sagesses, les dictons, les phrases populaires en langue fongbe. Et ces citations sont publiées sur la page Facebook Citations en fongbe, donc la page éponyme. Et après ça, on a vu que le public aimait s'intéresser à ce que nous faisions. Du coup, on a voulu étendre nos activités. On a lancé en janvier 2019 un calendrier en fongbe qui contient les mois en fongbe. Et voilà, ce calendrier a été amélioré 1 an plus tard, en janvier 2020, avec des prénoms en fongbe. Donc après ça, on s'est intéressé au panégyrique clanique, parce que beaucoup de jeunes béninois, beaucoup de personnes ne connaissent pas le panégyrique clanique. Chaque famille, chaque ethnie a des panégyriques. Donc on a commencé par promouvoir les panégyriques, notamment la mise en ligne sur la chaîne YouTube, I am your clounon officiel. Voilà, donc vous pouvez voir des dizaines de panégyriques claniques, peut-être que le vôtre est dedans, qui sait. C'est sûr. Est-ce que vous connaissez votre panégyrique? Oui. Bonne question. Alino. Alino. Ah d'accord, j'ai pas encore fait ça, mais il y a Wegbono, Ayator et Ah bon, des gens vont s'y retrouver. Ouais, c'est sûr. Beaucoup, voilà. Alors pourquoi avoir eu cette idée? C'est parce que je pense, moi j'ai rencontré un problème. Moi je ne suis pas fond, je suis tofin. Mais la langue la plus parlée au Bénin, c'est le fongbe. Du nord au sud, il y a beaucoup de Béninois qui parlent le fongbe. J'ai remarqué qu'il n'y a pas, les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas eu le courage, après le français, d'officialiser une langue locale. Quand vous allez dans les autres pays, vous voyez qu'il y a une langue qui est une langue locale, quitte à prendre une autre langue étrangère comme langue officielle. C'est vrai, on a été colonisé par la France, on parle le français, mais il faut avoir le courage d'officialiser une langue pour accompagner le français. Et logiquement,
la langue la plus parlée, c'est le fongbe. Il y a l'autre aspect de la chose qui nous a amené à nous intéresser à la promotion du fongbe notamment, c'est que la jeunesse a envie de renouer avec la culture. On dit tout ce qui reste après avoir tout oublié, c'est ce qu'on connaît, c'est la culture, c'est ça. Du coup, on a commencé par promouvoir le fongbe et pour atteindre beaucoup plus notre cible, parce que c'est la jeunesse, on s'est intéressé au numérique et du coup, on a créé les stickers en fongbe et ces stickers sont téléchargeables sur Play Store. Aujourd'hui, on compte près de 100 000 téléchargements sur Play Store après un an de lancement. Il faut dire qu'au départ, la première version de l'application sticker en fongbe comptait 54 stickers, mais à la date d'aujourd'hui, on est à 221 stickers. Et il y a assez de choses parce que à la mise à jour, on a prévu un lexique pour toutes les personnes qui ne comprennent pas le fongbe mais qui ont envie d'utiliser les stickers, de pouvoir se référer au lexique et de comprendre chaque signification de sticker. Donc, quand bien même vous n'êtes pas fan, et la preuve, c'est qu'il y a des Français qui utilisent les stickers en fongbe, parce que j'ai fait un séjour là-bas et je leur ai proposé l'application. Ils ont le lexique, ils voient juste, ils veulent envoyer un visage avec plein d'émotions. Ils regardent le lexique, ça c'est mort de rire. Nous qui coquillons à Bavia, donc nos benches, nos joies, mais il y a beaucoup de choses. Il faut visiter pour comprendre. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, la plateforme a fait quand même du chemin. Quelles sont les innovations que vous avez apportées au fil du temps? On va lancer le clavier des langues béninoises. En fait, on a constaté qu'il y a une difficulté à écrire dans nos langues avec les caractères, par exemple le O renversé, le O ouvert, pardon, le E, et bien d'autres diacritiques qu'on n'a pas sur les claviers Google, SwiftKey et j'en passe. Donc, pour apporter une solution à ce problème, on a pris en compte tous les diacritiques que renferme chaque alphabet de toutes les langues béninoises. On compte 56 langues locales aujourd'hui. Donc, ces 56 langues ont leurs particularités et ce clavier va contenir tous les caractères spéciaux des 56 langues béninoises. Et non seulement tout béninois qui le téléchargera ce clavier, ça sera disponible sur Google Play Store. Donc les utilisateurs de téléphones Android pourront l'utiliser facilement. Donc tous les utilisateurs de cette application pourront écrire avec les caractères spéciaux de leur langue maternelle, mais aussi ils peuvent écrire en français, en anglais, en espagnol et beaucoup plus d'autres langues africaines parce qu'on partage beaucoup de diacritiques, de caractères spéciaux avec différentes langues africaines. Donc c'est un clavier pas que béninois, mais aussi africain et international, pourquoi pas. I Am Your Clue, c'est accessible sur Play Store? Oui, c'est accessible sur Play Store. Il y a les applications. Jusque-là, on a les stickers en fongbe. La deuxième, c'est le clavier des langues béninoises. Alors justement, on va montrer à travers cette vidéo aux téléspectateurs comment fonctionne cette plateforme-là. I wanna me melevo peto, yolando chelebi alevo jodo, no da kulu no, ajalo no, alotwe me yena no, kento chelebi alevo gbado, azegbache volevo biblodo, no da kulu no, ajalo no, alotwe me yena no, itena mone, wani akhremi susu eje hawe, ikbawe eje hawe, itena mone, wani akhlemi susu eje hawe, ikbawe eje hawe, nunde magolo we, anonse wamono, monombolo akweno, nunde magolo we, anonse azizono. Et voilà un concept assez particulier qui valorise nos langues, nos différentes langues nationales. Merci beaucoup Fabroni Bill Yokluno pour cette innovation. C'est moi. Vous êtes quand même à féliciter. Merci. Bonne chance à la plateforme I Am Yokluno. Merci à vous. Alors, on continue dans Autant Savoir avec notre découpage territorial. Je l'ai dit tantôt dans mon introduction. On va dans le département du Mono-Superficie, chef-lieu, c'est avec Bruno Soali.
Wally, bonjour. Bonjour à vous Mylène, bonjour Herman, je salue tous les téléspectateurs. Bonjour Bruno, très heureux de te retrouver encore sur le rendez-vous de midi. Tu m'as oublié, hein? J'attendais que tu me salues justement. Bonjour Herman. Bonjour Mylène, comment vas-tu? Je vais bien, super bien. Alors Bruno, on va dans le mono? Oui, on va dans le mono, ce beau département, ce très beau département du Bénin qui compte plus de 400 villages et quartiers de ville. On va découvrir un peu ce que c'est que le département du mono, administrativement parlant, puisque c'est l'objectif de cette rubrique. On va rapidement sur cet élément, on revient juste après pour quelques autres informations sur le département du mono. L'administration territoriale au Bénin a connu plusieurs évolutions dans la perspective de la recherche d'une organisation territoriale pouvant répondre à la préoccupation souhaitée de développement. Ainsi, de 1955 à nos jours, différentes réformes de l'administration territoriale se sont succédées et ont façonné le paysage territorial de notre pays. Depuis la mise en œuvre de la nouvelle réforme de l'administration territoriale, le Bénin ayant opté pour la décentralisation connaît un nouveau découpage territorial. Selon les lois de la décentralisation, notamment la loi numéro 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, le département du Mono a été divisé en 2 circonscriptions administratives, le département du Mono et le département du Koufo. Le département du Mono est composé de 6 communes, à savoir Lokossa, Atiémé, Bopa, Royogbe, Komé et Grand Popo. Le département du Mono est situé au sud-ouest du Bénin. Ce département couvre une superficie totale de 1605 km². Sa population est de 497 243 habitants en 2013 avec une densité de 310 habitants au km². Lokossa est le chef-lieu du département. Il est limité au nord par le département du Koufo, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le département de l'Atlantique et à l'ouest par la République du Togo. Le Mono est peuplé d'Adja, de Fon, de Khloa, de Mina, de Sahwe, de Kotafon et d'Aïzo. La principale source de revenus des populations du département du Mono reste l'agriculture qui occupe plus de 37% de la population active. L'élevage est une activité secondaire dans le département du Mono. Les rares paysans éleveurs ne possèdent que la volaille et quelques têtes d'ovins, caprins, porcins de race locale. La pêche, qui occupe plus de 50 000 personnes, devient de moins en moins attractive et de moins en moins rémunératrice parce qu'elle subit, d'une part, les contre-coups de la surexploitation des plans d'eau continentaux. L'inventaire du réseau routier dans le département du Mono se présente comme suit. 125 km de route nationale bitumée, 98,81 km de route nationale inter-État bitumée, 304,31 km de route nationale en terre et 701 km de pistes rurales. Les conseillers communaux sont répartis comme suit dans les différentes communes du Mono. Atiémé, 11 conseillers, Bopa, 17 conseillers, Komé, 15 conseillers, Royogbe, 17 conseillers, Grand Popo, 13 conseillers et la commune de Lokossa, 19 conseillers. Voilà, donc c'était un peu une découverte du département du Mono qui couvrait le Koufo également, mais avec les réformes administratives. Donc c'est un département qui a été scindé purement en 2 avec le Koufo qui a son chef-lieu, le Mono qui est aussi une autre entité départementale avec également son chef-lieu. C'est un département assez intéressant parce que c'est un département qui a un réseau hydrographique assez impressionnant. Déjà, ça, c'est, je dirais, l'une des particularités qu'il faut souligner concernant le département du Mono avec ses immenses plages cocotiers. Herman va être très d'accord avec moi. Il y a le village semi-lacustre de Guézin. Il y a aussi les sources thermales de Posotomé, de Bopa sur la rive ouest du lac Aémé. Donc, beaucoup de cours d'eau, beaucoup de oui. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, la dernière fois, tu parlais de Sé, les Poutières. Ouais, c'est aussi, c'est dans le département du Mono. Donc, voilà. On peut en citer
citer d'autres, hein, le sable de verrerie à Houyogbé. À Houyogbé, donc c'est un département qui est assez riche. On l'a rappelé, quand vous allez à Comé, que ce soit à Lokossa, à Tiémé, tout ça. Donc vous avez vraiment un réseau hydrographique assez important. Grand Popo, Bopa, Houyogbé, n'en parlons plus. Alors il faut dire que l'économie de ce département repose principalement sur les activités du secteur primaire. Donc parce que vous avez vraiment l'agriculture, l'élevage, la pêche qui sont des activités... La pêche surtout. Oui, assez développées. La pêche à cause du réseau hydrographique, donc c'est tout à fait normal. Et aussi parce que le réseau hydrographique est important, donc ça favorise certaines cultures dans le département du Mono. Donc vous comprenez que l'économie, c'est donc tout à fait normal que l'économie soit basée sur les activités du secteur primaire. Alors au niveau gouvernance locale, il faut dire que c'est assuré par l'administration départementale et les collectivités locales décentralisées. Donc l'administration départementale, c'est... Voilà, la préfecture, les services déconcentrés de l'État et les antennes régionales aussi des sociétés des sociétés offices d'État. Donc voilà un peu le département du Mono. Voilà, Herman doit être très content Bruno a oublié une célèbre place. C'est vrai que ce n'est pas du tourisme, mais bon, il y a quand même à l'entrée de Comé la célèbre place qu'on appelle en langue d'Adiesoka, comme pour dire que l'esclave s'est affranchi. C'est une place qui symbolise quand même la liberté. C'est en quelle langue? C'est en Minan. Ah, d'accord. Où, voilà, l'Adié, c'est beaucoup plus une langue du Koufo, le Adia. Donc, c'est plutôt eux qui utilisent l'expression d'Adié. Donc, voilà. Comé, on le sait, c'est un peu le carrefour, quelque peu de plusieurs régions de la localité. Lorsque vous arrivez à Comé, vous avez les Minans, vous avez les Wachi, vous avez également les Kotafon. Il y a cette imbrication-là au niveau de Comé qui fait de cette, on va dire, de cette ville-là une sorte de communauté cosmopolite, des gens qui viennent d'un peu partout, même de Lomé et tout le reste, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un chemin fluvial qui passe par le Mono pour tomber sur le Togo, donc, ou entre le Togo. Donc tous ces mouvements-là ont formé, on va dire, un épicentre d'une communauté assez hétéroclite au niveau de Comé. Merci à toi. Bono? C'était le Mono. C'était vraiment le Mono. Alors nous continuons avec Herman Namegan qui nous fait voyager ce midi. On quitte le Bénin, l'Afrique pour la Chine en passant par la France. C'est pêle-mêle. Herman? Oui. Tu nous amènes faire une petite balade à la Goutte d'Or, un quartier désigné Petite Afrique à Paris. Oui, Mylène, on va en France, malheureusement pas pour une balade sur les Champs-Élysées avec Bruno. Ça aurait été très intéressant. Ça aurait été peut-être très intéressant, mais ça l'est encore plus si on se rend à la Goutte d'Or. Alors, c'est un quartier à 2 pas du célèbre Montmartre et du Sacré-Cœur, un quartier qualifié en son temps, malheureusement, de no-go zone par la chaîne Fox News, mais la bouillonnante Petite Afrique de Paris attire aussi touristes, entrepreneurs et universitaires séduits par sa diversité et son histoire. Regardez. Quartier de la Goutte d'Or, dans le nord de la capitale. Jacqueline Goumpi connaît toutes ces rues par cœur. À défaut de touristes pour cause du coronavirus, la jeune guide s'y promène avec l'un de ses premiers clients, un entrepreneur afro-américain désormais installé à Paris. Quand je dis Goutte d'Or, les gens me disent « Oh non, n'y va pas ». Et je réponds « Mais pourquoi donc ?» Vous savez, moi, je viens de Californie, d'Oakland plus précisément. Je ne me suis jamais senti ici en danger. J'y ai surtout rencontré des gens incroyables. Vous pouvez d'ailleurs sentir la fierté des gens de ce quartier. Il faut savoir que c'est un quartier qui ne faisait pas partie de Paris jusqu'en 1840, donc finalement assez tardivement. Donc les habitants d'ici donc cette zone faisait partie de la commune de La Chapelle. Donc on peut considérer que les habitants d'ici étaient donc de banlieue, considérés comme étant de banlieue. Et on se rend compte qu'avec le temps, c'est resté comme ça dans la mentalité des Parisiens un petit peu. Déjà plusieurs années que Jacqueline organise des plongées dans le cœur africain de Paris. À 2 pas du célèbre Montmartre, elle veut faire découvrir les trésors de ce quartier populaire, souvent montré du doigt pour ses rues et bâtiments délabrés.
On va avoir une petite balade assez intéressante où vous allez beaucoup apercevoir le mot wax. Le wax, un tissu d'origine coloniale néerlandaise, mais devenu un symbole revendiqué de l'Afrique. Dans ce quartier d'un peu plus d'1 km², il fait le bonheur de dizaines de boutiques dédiées à la mode africaine. Car ici, on n'a pas attendu pour revendiquer son identité noire et africaine. Exemple avec ce jeune créateur d'origine sénégalaise d'une marque de vêtements internationalement reconnue. On a la diversité, la solidarité, et c'est des choses qu'on a inclus dès le départ dans l'entreprise. Donc voilà, on n'a pas attendu que ce soit médiatisé, entre guillemets, pour faire les efforts et faire en sorte qu'on contribue en tout cas au changement du monde et qu'on réussit à construire un monde en fait qui nous ressemble. À quelques rues de là, le tailleur Alexandre Zongo s'affaire dans sa boutique, débordée de commandes. Le créateur a notamment relancé le Faso d'Anfani, tissu traditionnel du Burkina Faso, en travaillant avec une coopérative de femmes. C'est vrai que c'est un quartier qui bouge beaucoup, auquel il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de qui est aussi en développement par rapport à la mode. Voilà, je me suis installé là parce que j'aime beaucoup le quartier, mais il ne faut pas que ça soit vu parce qu'on est dans le quartier, dans le 18e, à la Goutte d'Or, que ce soit un truc communautaire, non. Crise sanitaire oblige, les visites de Little Africa n'ont toujours pas repris, mais Jacqueline a signé avec l'Office de tourisme de Paris pour faire la mise en place d'une visite virtuelle du quartier. Car elle n'en démord pas, il faut expliquer la culture africaine pour que les gens changent de regard et de mentalité. La France, malheureusement, je pense que, ou alors peut-être qu'elle en a conscience, je ne sais pas si elle en a conscience, mais que cette diversité-là, c'est une putain de richesse pour elle, en fait, clairement par rapport à d'autres États européens, et que c'est une opportunité de dingue dans plein de domaines. Elle a juste à puiser, elle a juste à lever la main pour pouvoir créer des choses. D'autant qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Certes sinistré cette année, le marché annuel du tourisme afro-américain pèse 63 milliards de dollars. Rappel, Little Africa. Voilà donc notre petite balade dans le quartier le plus africain de Paris. J'avais l'impression d'ailleurs d'être toujours en Afrique, Bruno, pas toi? Ouais, c'est très beau, mais je crois que le défi, c'est d'enlever ou de gommer l'étiquette qui lui est collée, malheureusement, parce que voilà... Certains l'appellent à l'image de Fox News, no-go zone. No-go zone, ouais. C'est dommage. Et je crois que déjà l'idée ou le projet de faire une visite guidée, mais de façon virtuelle, pour que ceux-là qui n'ont pas le courage d'y aller physiquement puissent peut-être à travers un écran découvrir la zone, ses réalités. Donc c'est important d'ouvrir cette zone-là davantage à tout le monde et que voilà, l'étiquette qui est collée soit gommée. Alors Raymond, ça aurait pu être le plus beau jour de sa vie, mais une jeune Libanaise frôle la mort le jour de son mariage à cause de l'explosion survenue à Beyrouth. Oui, vous le savez, sans nul doute, il y a eu une explosion à Beyrouth la semaine dernière, une explosion qui a fait des dizaines, sinon des centaines de blessés et plusieurs morts. Une jeune Libanaise, c'était malheureusement le jour de son mariage, elle était en train de poser pour une photo quand l'explosion a démarré. Regardez. Voilà donc Mylène, il faut dire que cette explosion centrée sur le port de la ville a ravagé le port de Beyrouth, causant donc des destructions massives dans les quartiers environnants et tuant au moins 137 personnes, plongeant un pays déjà en crise dans la misère. Donc voilà, des gens miraculés. Elle, par exemple, c'est une miraculée de cette explosion. Il y en a d'ailleurs eu plusieurs. On a vu de ces vidéos de ces gens qui filmaient l'explosion. Au début, n'était pas, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit si grand, si énorme, et qui s'est avancé vers eux. Ils ont eu du mal à filmer jusqu'au bout. Bruno, tu as suivi de près. Oui, ils ont eu du mal à filmer jusqu'au bout parce que les déflagrations étaient assez fortes, assez puissantes, donc c'était difficile. Vous avez vu la mariée même tout de suite, elle a été
vraiment elle a bougé. secoué. Donc, c'est ce genre de déflagration, ça entraîne presque, je dirais, comme un tremblement de terre, façon donc même les bâtiments qui sont au loin ressentent et tout le monde ressent ça de partout où il est. Donc, dommage pour ce qui est arrivé au Liban. On ne souhaiterait pas revoir ça, malheureusement. Voilà, on ne détient pas toujours ce qui peut se passer dans le monde entier à un moment donné ou à un autre, mais c'est triste. Donc, vous vous imaginez si peut-être à des kilomètres, elle a pu ressentir ça de la sorte, ou ceux qui filmaient à des kilomètres ont pu ressentir les tremblements, les secousses que cela a engendré. Donc, imaginez ceux qui étaient au cœur même des déflagrations. Donc, ils sont partis en lambeaux probablement. Et c'est simplement affreux de voir ça. Oui, c'est malheureusement dommage parce que ce qui s'est passé au Liban, on ne le souhaite pas malheureusement, mais si c'était à Cotonou, c'est que tout Cotonou partait. Touche du bois. Vous voyez, je touche du bois, oui. En fait, c'est un truc dans le genre parce que beaucoup ne mesurent peut-être pas la portée de ce qui s'est passé au Liban. Donc, c'est un peu cela, il va falloir faire attention et surtout prendre des mesures concernant les matières qui sont inflammables. Oui. Il faut vraiment faire attention quand ces matières-là sont entreposées. Et c'est justement, je passe par ce canal justement pour parler malheureusement de ces contrebandiers, ceux qui vendent de l'essence qu'on appelle de l'essence Bayor, communément chez nous, l'essence de contrebande, qui entreposent toujours des réserves dans leur chambre ou dans leur domicile. Ce qui constitue un danger permanent. Ça constitue un danger permanent pour nous tous. Ils vivent là, ils font la cuisine, ils vivent normalement avec, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, alors que c'est un liquide vraiment inflammable. À la moindre petite flamme, même en l'absence de flamme, il est scientifiquement prouvé que lorsqu'il y a par exemple du gaz dans l'air et que vous allumez une lampe à incandescence, c'est que cela peut prendre très rapidement. Donc, il faut vraiment faire attention avec ce genre de produits inflammables. Faites très attention, suivre les conseils de l'État quand on dit de ne pas stocker de l'essence de contrebande chez nous à la maison. Ce n'est pas parce qu'on est contre notre business, ce n'est pas parce qu'on veut nous mettre au chômage, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que l'on prospère dans notre activité, mais c'est plutôt pour notre propre sécurité et également pour la sécurité des autres, parce que c'est important, parce que la vie n'a pas de prix et il faut la préserver à tout prix. Vraiment pas. Alors, on finit notre voyage, notre balade en Chine. Tu nous parles d'une exposition qui présente le combat du pays contre le coronavirus. Alors, le Musée national de Chine présente une exposition montrant le combat du pays contre la Covid-19. Près de 200 œuvres, peintures, calligraphies et sculptures sont exposées. Vous le savez, la Chine a été le premier pays à avoir fait face à la pandémie de coronavirus. C'est bien à Wuhan que le virus a fait ses premières victimes. Le port du masque est devenu une mesure incontestée de prévention contre la Covid-19, de même que le lavage des mains alloué au savon, des gestes barrières capturés dans des toiles assez expressives. Les artistes n'oublient pas la combativité des médecins. Ils étaient et continuent d'être les premiers au front pour sauver le maximum de vies humaines. Cette exposition leur rend aussi hommage, comme toutes ces initiatives dans le monde, pour dire merci au personnel de santé. Utilisons tout ce qu'on trouve comme moyen pour pouvoir sensibiliser, parce que la menace, elle est vraiment importante, elle est vraiment grave. La sensibilisation, pas là. Je crois ça touche beaucoup plus de monde. Aussi, on a vu la part des artistes chanteurs qui ont fait beaucoup de chansons pour sensibiliser sur le coronavirus. Il y a aussi donc de ces artistes peintres qui, au travers de toiles assez expressives, essaient de sensibiliser. Pas seulement ça, mais aussi, comme pour dire merci. Merci au personnel de santé qui était au front. Merci à tous ces médecins qui donnent au quotidien de leur vie. On n'oublie pas également ces médecins béninois qui aujourd'hui se font de leur mieux pour pouvoir sauver le maximum de vies humaines. On le sait chez nous ici au Bénin, la pandémie de coronavirus continue certes de faire des victimes, mais il y a cette réactivité, on va dire au sommet de l'État, mais également du personnel sanitaire pour pouvoir faire face donc à la menace que constitue la pandémie de coronavirus et donc des initiatives du genre dans le monde. Pour leur dire merci, je crois que ces initiatives sont les bienvenues. C'est encourageant. C'est très encourageant. Et surtout, ces médecins-là ne se sentent pas exclus, ne se sentent pas seuls face à la pandémie. Merci à toi. Tout le plaisir est pour moi. Alors, on installe bien-être Marcel Betoro.
Avec le temps, notre peau rencontre souvent un dysfonctionnement dans son processus de coloration. Elle produit en essai de la mélanine et bonjour les taches. Ce midi avec Marcel, on découvre quelques astuces, quelques conseils pour éviter ces taches et surtout pour pouvoir les faire disparaître. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, comment allez-vous? Je vais bien chez toi. Ça va très bien, merci. Bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, tu nous parles de ces tâches qui nous gênent, que personne n'aime. Voilà, que personne n'aime, que Mylène n'aime pas et que je n'aime pas Absolument aussi. Alors, les taches pigmentaires, comme on l'appelle souvent, ou des taches brunes, constituent quand même l'une des principales préoccupations beauté de chaque humain. Alors, se situant sur le visage, le décolleté, la main, le corps et même les pieds, ces taches peuvent être la conséquence de plusieurs causes. Comment reconnaître ces taches, comment les éviter et surtout comment les entretenir ou les traiter? C'est à ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. Et j'ai sur le plateau le docteur Franck Yédomon, il est dermatologue. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour à l'autre. Bonjour à vous docteur. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Votre masque, il est vraiment... C'est un vrai masque. On fait un effort pour se protéger. En tout cas, c'était pour blaguer. Alors, nous parlons des indispensable. taches sur le corps, que ce soit au niveau de la main, des mains du moins, des pieds, au niveau du corps, aussi du visage. Ce sont des taches qui apparaissent généralement, mais quand on parle justement de ces taches, que faut-il comprendre? Est-ce que c'est des taches héréditaires? Est-ce que c'est une maladie? D'où proviennent ces taches? En général, il faut comprendre que les taches, en général, sont des troubles pigmentaires. Donc, au niveau de la formation donc, de la mélanine, on a un tout petit problème qui va arriver au niveau soit du derme superficiel ou du derme profond. Donc, la peau a 3 étages, l'épiderme tout en haut, le derme au milieu, et tout en bas, vous avez l'hypoderme. Mais c'est au niveau du derme que se forment ces taches qui sont importantes. Et là, les taches pigmentaires, ce sont des taches en général qui arrivent au niveau des zones exposées. Visage, décolleté, au niveau donc, des mains ou bien des bras. Exposé au soleil. Ceux-là, oui, des zones photo-exposées. Donc ceux-là, au-delà de la tache en elle-même, elle crée en général un complexe chez l'individu. Pourquoi j'ai des taches et comment je m'en sors. Et cela est un problème devenu général, dont les causes sont multiples et variées. Quel que soit le type de peau, ou quelle que soit la couleur de peau, c'est-à-dire le phototype, à tout âge, on peut avoir donc des taches qui se forment. Et quelles peuvent être les causes justement de l'apparition de ces taches sur le corps? Les causes les plus simples d'abord, c'est-à-dire qu'il y a des personnes en général qui ont au moins traumatisme, c'est-à-dire je me cogne, automatiquement j'ai une inflammation et cette inflammation se termine par une tache. Ça, c'est le processus le plus simple. Maintenant, il y a certains facteurs qui favorisent la tache. Ici, nous sommes en Afrique, nous sommes au soleil. Les UVA, les UVB, on les a abondamment. On dit qu'on a de la mélanine pour nous protéger du soleil, mais en général, toute inflammation, tout traumatisme sur une peau noire va provoquer une inflammation. Est-ce que vous êtes en train de dire que le soleil ne nous fait pas du bien? C'est-à-dire que le soleil est un élément qui peut accentuer les taches. Je donne un exemple simple. Les jeunes filles qui font de l'acné, en général, même quand vous traitez l'acné, les boutons, à un moment donné, vous avez la pigmentation résiduelle. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de cosmétiques qui sont en vente dans les marchés, même dans les pharmacies, où vous avez des cosmétiques qui sont comédogènes, qui donnent des boutons, et après, vous avez des taches. Vous avez par exemple également les femmes qui ont des grossesses. En général, vous avez le classement, le masque de grossesse qui va apparaître et qui va laisser des taches. Vous avez des produits dépigmentants qui peuvent laisser des taches. Vous avez également, ça, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des produits dépigmentants. Il faut aussi dire qu'avec l'âge, avec le vieillissement de la peau, de nombreuses personnes vont voir apparaître des taches brunes, des taches pigmentées au niveau du visage. Donc, est-ce qu'on peut écarter déjà la possibilité de ce que ça soit peut-être une maladie héréditaire? Ça vient après, c'est ça. On ne peut pas dire que c'est une maladie, on ne l'est pas avec. Mais avec le vieillissement, avec les dégradations que l'ADN subit tout au long de la vie, on peut avoir des troubles pigmentaires
à partir de 60-65 ans. D'accord. Alors, une fois apparu sur le corps, comment est-ce qu'on peut éviter justement ces taches ou bien comment peut-on les traiter une fois apparu sur le corps? Alors, une fois apparu sur le corps, on a certaines méthodes pour s'en sortir. En général, les méthodes les plus simples sont l'utilisation donc de crèmes dépigmentantes. Ce sont des crèmes dépigmentantes localisées. Dans l'exemple le plus connu, l'hydroquinone à moins de 4%, 4% à 6%. Après cela, en général, il y a des crèmes. Ces crèmes sont en général épidermiques. Et donc, le temps d'attendre que cela atteigne le derme, vous en avez pour 1 à 3 mois. Il y a des méthodes plus radicales et qui donnent des résultats plus rapides. Vous avez le laser SPAG, qui va envoyer une lumière pulsée au niveau du derme et qui va détruire la mélanine qui s'est constituée et qui est encastée dans le derme. Vous avez également l'azote liquide, qui est une sorte de gaz, qui est à la fois mi-gazeux et mi-liquide, qui peut faire disparaître les taches lorsqu'il y a un tout petit appareil qu'on appelle l'appareil de cryothérapie, qui envoie donc cet azote liquide et qui détruit la tache directement au niveau du derme. Vous avez le TCA, l'acide trichloroacétique, qu'on peut également utiliser. Quelles que soient les méthodes, quelle que soit la méthode, il n'y a pas une méthode figée que l'on applique et qu'à 100%, vous avez une disparition totale. Cela donc va d'abord de l'expertise du professionnel qui vous dit, en associant de la mésothérapie et du laser, vous avez un résultat au bout de 45 jours. Donc, alors, il y a un besoin de patience. Vous avez parlé, vous avez sorti des expressions cliniques, certainement que Mylène et moi ne maîtrisons pas très bien. Moi, ce que je veux savoir sur ce plateau, pour le bonheur des téléspectateurs, est-ce qu'il y a des méthodes très simples, des astuces qu'on peut utiliser déjà soi-même dès qu'on constate l'apparition de ces tâches-là, pour déjà les utiliser pour réduire un peu l'évolution de ces tâches, je vais dire. Alors, pour ce qui est de plus courant, il y a des méthodes simples, naturelles. Le problème de ces méthodes naturelles, c'est la durée. C'est-à-dire que si vous avez une méthode naturelle, même de façon physiologique, la peau peut résorber elle-même la mélanine qui s'est constituée. Il y a des gens qui auront des taches, qui ne feront rien au bout d'un an ou de 8 mois, tout a disparu. Cela veut dire qu'il y a un processus naturel de désinflammation au niveau de la peau. Maintenant, le problème des femmes, mais le problème de ceux qui en ont, c'est qu'ils sont pressés. Et ensuite, en ce moment, on va utiliser beaucoup de choses qui peuvent aggraver ou bien qui peuvent améliorer. Mais lorsque vous avez simplement du beurre de karité en application locale, vous en avez pour du temps, mais vous êtes sûr qu'au bout d'un moment, l'organisme, à l'aide de simplement ce beurre de karité, peut résorber les choses. On peut utiliser il y a beaucoup de fruits qu'on peut utiliser, mais le plus simple, c'est d'utiliser du beurre de karité le plus simple et d'éviter l'exposition solaire le plus longtemps possible. Alors, il y a un exemple que je vais citer, c'est l'exemple des contraceptifs du lendemain. D'accord, les pilules, les sopprogestatifs qui sont prises. En général, cela agit sur les hormones et vous avez en général de plus en plus de femmes qui en prennent et qui vont avoir des taches dont elles ne comprennent pas l'origine. Avec l'exposition solaire au Bénin, en Afrique, et la prise de contraceptifs, ça pose un problème. Voilà. Donc, assez d'astuces pour éviter ces tâches-là. Mais quels sont les comportements qui facilitent justement? Parce que surtout au niveau des femmes, nous avons tendance à utiliser toutes sortes de produits cosmétiques. Comment est-ce qu'il faut prendre soin de son corps pour ne pas réveiller ces tâches-là? Qu'est-ce qu'il faut éviter dans ces produits, dans le contenu quand on va et qu'on trouve un produit? Qu'est-ce qu'il faut Je pense qu'en général, en Afrique, nous avons du beurre de karité. C'est un très bon produit. En général, le beurre de karité, il ne rend pas clair, il ne rend pas choco comme les jeunes le disent. Il ne rend pas choco. Il ne rend pas choco parce qu'il vous aide juste à garder votre peau naturelle. Si on fait des choses très naturelles sur sa peau, on n'a pas de risque à avoir. Maintenant, après, il faut se protéger du soleil. La dépigmentation, il faut l'éviter. Oui, la dépigmentation, oui, il faut l'éviter. Ça, c'est déjà dit. Il faut protéger, il faut entretenir sa peau tous les jours avec des produits simples. On peut avoir une peau noire et très éclatante. Maintenant, il faut éviter le soleil. Éviter le soleil parce que entre 11h et 17h30, vous avez vraiment de l'ensoleillement. Mais c'est en ce moment que les gens sortent des bureaux, ils vont aller chercher quelque chose à manger, ils vont passer au soleil. Et en ce moment, les UVA, les UVB sont importants. Troisième chose, il faut éviter les produits cosmétiques qui ne sont pas
qui ne sont pas de bonne qualité. Il y en a beaucoup dans les marchés, dans nos villes. Il y a également des produits qui sont produits localement. Mais de plus en plus, on voit des patientes qui viennent nous voir pour dire, voilà, je suis allé chez telle personne qui fait des laits, qui fait des savons, et puis qui me donne pour que j'ai un teint un peu chaud. Ça marche vite. Nous, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on applique le principe de la précaution. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur Yedemon. Je rappelle que vous êtes dermatologue et avec vous sur ce plateau, nous avons parlé un peu de comment éviter les taches et surtout comment les traiter dès qu'elles apparaissent. J'espère que vous avez noté les astuces. Le beurre de karité, c'est très important. Éviter le soleil, surtout entre midi et 17h, et éviter toutes sortes de produits cosmétiques qui vont vous détruire la peau. Voilà, merci beaucoup Mylène. Moi je retiens qu'il faut simplement rester naturel, c'est carrément mieux. Ok, merci. Et après il y a le maquillage. Ah ouais, bon on va en revenir. Le naturel c'est mieux. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve déjà demain à la même heure. Mais en attendant, n'oubliez pas les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, les masques et prenez soin de vous. Ciao, ciao.